Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire aujourd'hui afin de parler du rapport publié récemment, les plafonds de capacité dans le secteur de la pêche européenne, obstacles ou opportunités pour le processus de décarbonation. Je suis Adam Weiss et je travaille pour Client Earth. Le sujet de notre rapport est essentiel, c'est un sujet critique. L'Union européenne vise la neutralité carbone d'ici à 2050 et donc elle appelle tous les secteurs, y compris le secteur de la pêche, à supprimer progressivement l'utilisation des carburants fossiles. Mais pour le secteur de la pêche, il s'agit de faire plus que de réduire les émissions. Il s'agit aussi de se tourner vers un avenir compétitif et résilient qui n'est plus dépendant des carburants fossiles. La Commission européenne s'est engagée à publier une feuille de route pour la transition énergétique du secteur de la pêche et ce webinaire va porter notamment sur, aborder certains sujets clés, par exemple le rôle des plafonds de capacité. À l'origine, ils sont conçus pour, lutter contre la surpêche et ici, la puissance des moteurs et le volume de stockage sont remis en question. Est-ce que cela pourrait être-t-il aligné sur la politique commune de la pêche et les objectifs durables de l'Union européenne aujourd'hui? Notre webinaire rassemble différentes parties prenantes et nous nous lançons sur cette voie ambitieuse pour la décarbonation de notre secteur. Et votre participation à nos efforts est essentielle alors que nous travaillons pour nous atteler à cette tâche ambitieuse pour le secteur. Avant de commencer, je voudrais vous informer que l'interprétation est disponible en français et en espagnol et que ce sera le cas pour toute la durée du webinaire. Les sous-titres seront également activés. Je vous invite à utiliser la boîte de conversation vous permettant de poser des questions, donc la boîte Q&A. Nous allons la consulter à la fin de cette session afin de pouvoir discuter de vos questions. Nous avons d'excellents orateurs et oratrices avec nous aujourd'hui. Les 2 premiers vont Mmh, nous parler de questions plus techniques et les 2 derniers viennent, vraiment du secteur même. Nous avons donc un bel équilibre afin de savoir ce qui se passe sur le plan technique et afin de savoir aussi, comment tout cela impacte les personnes qui travaillent dans le secteur de la pêche. Les dernières minutes de notre webinaire seront dédiées à une session questions-réponses et donc je vous encourage vraiment à poser vos questions dans la boîte de conversation Q&A, sur Zoom afin de poser toutes vos questions. Merci beaucoup d'être avec nous ici aujourd'hui et nous allons commencer cette conversation très importante. Je suis très heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue à notre première oratrice, Sarah Hornborn de l'Institut RISE suédoise, qui va nous parler de ce rapport qui est la base donc de notre discussion. Merci Sarah, vous avez la parole. Merci beaucoup Adam. Laissez-moi un instant, je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez mes diapositives. Parfait. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter les messages clés de ce rapport, donc les plafonds des capacités du secteur de la pêche européen, obstacles ou opportunités pour le processus de décarbonation. C'est moi et ma collègue Frédéric Ziegler qui avons élaboré ce rapport. Alors, quelques informations de contexte qu'Adam a déjà mentionnées. L'idée de base de ces plafonds de capacité est que très souvent, eh bien, en fait, on parle de ces plafonds comme, étant un obstacle au bon fonctionnement du, secteur de la pêche et il consiste en un plafond de tonnage brut et de puissance totale fixé dans la politique, commune de la pêche et il y a des différents indicateurs écologiques, économiques, techniques et cela exige que des plans d'action nationaux devraient être élaborés afin de lutter contre la surcapacité et la surpêche. Si ces plafonds est-ce que ces plafonds sont réellement un obstacle à la transition énergétique? Eh bien, les pour utiliser des ressources alternatives au diesel, il faut une capacité de stockage plus grande et donc est-ce qu'il y a une incohérence entre ces plafonds de capacité et ces objectifs de transition juste, de transition énergétique? Alors, nous allons passer en revue différents cas d'études de secteur de la pêche,
qui ont déjà été abordés dans le cadre d'études précédentes menées par Client Earth. Il s'agit donc des flottes espagnoles de chalutiers de fond, les flottes françaises de seineurs à scène coulissante en eau lointaine, les navires italiens de moins de 12 mètres de long, la flotte néerlandaise de pêche pélagique et la flotte portugaise de palangriers. Et nous allons aussi nous pencher sur certains scénarios concrets pour savoir à quoi pourrait ressembler un schéma de transition pour ces secteurs de pêche. Tout d'abord, si nous nous penchons sur le niveau national, on se rend compte que le tonnage brut et la puissance en kilowatts ont diminué depuis 2014 déjà. En vert, ici, vous avez ces indicateurs qui représentent 50% de moins que les limites fixées par les plafonds. Il est important de remarquer que certaines flottes sont confrontées à de grands déséquilibres dans les différents États membres et donc cela indique une tendance qui se constate notamment dans les plus grandes flottes avec des plus grands navires, c'est-à-dire que ces plus grands navires sont plus utilisés tout au long de l'année, mais ces navires sont également plus dépendants de sources victimes de surpêche. Et toutes les flottes de ces cas d'études démontrent un déséquilibre au niveau biologique. Nous nous sommes ensuite penchés sur les meilleurs scénarios à envisager. Le premier étant de parvenir à une réduction de 30% de consommation de carburant. Il est très important de noter que le processus de décarbonation aussi est une question d'efficacité énergétique et c'est une première étape très importante. Et on peut agir ici dans le cadre de avoir différents coûts par rapport cela peut par exemple être un changement de comportement, donc de la vitesse, de la technologie de pêche qu'on utilise, de la maintenance, des opérations de maintenance ou des investissements dans les grands navires. Il s'agit ici, par exemple, de mener des audits énergétiques et de former l'équipage. Et des appareils de suivi peuvent être installés sur les navires pour un coût de 4 500 € à peu près pour gérer la consommation énergétique. Il y a aussi différentes actions de gestion qui pourraient être mises en place. Et dans le cadre de la politique commune de la pêche, on promeut notamment des engins de pêche, à consommation intelligente d'énergie. On veut mettre fin à la surpêche et cela, bien sûr, s'aligne aussi sur, l'objectif des plafonds de capacité. Qu'en est-il du scénario numéro 2? Pour ce scénario, on s'est penché sur des solutions hybrides permettant une réduction, de consommation de, carburant de 50%. Il s'agit donc de changer de vecteur énergétique et donc, par exemple, combiner l'utilisation de diesel et de batteries, sans que cela ne change quoi que ce soit et encore une fois ici, les audits énergétiques doivent être menés. Heu, Qu'en est-il des recommandations spécifiques pour ce scénario? Eh bien, il s'agirait d'inclure, de faire en sorte d'utiliser les batteries pour l'écrêtement des pointes de consommation. On pourrait aussi utiliser des biocarburants de substitution et la propulsion assistée par voile. Et on peut aussi utiliser des solutions hybrides qui combinent le scénario 1 et 2. Heu, Cela permettrait, de réduire les émissions, mais bien sûr, ça dépend du point de départ, donc de l'état actuel d'efficacité énergétique des différentes flottes et cela dépend aussi, bien sûr, des avancées technologiques. Qu'en est-il aussi de l'échelle? Eh bien, l'échelle, varie, en fonction, si l'on se penche sur la question sur base de la flotte, par exemple ici en Espagne, cela veut dire que l'Espagne a la plus grande consommation de carburant et que les actions entreprises pourraient, fortement réduire la consommation de carburant. Tandis que si on se penche, sur, le cas par cas, c'est-à-dire, navire par navire, alors là, on se rend compte qu'en fait, c'est aux Pays-Bas qu'on consomme le plus de carburant. Qu'en est-il du troisième scénario? Il vise une décarbonation complète et sur ce point, il est très important aussi que la société investisse dans la disponibilité, énergétique verte, qu'on investisse dans les infrastructures nécessaires pour, approvisionner les navires, qu'on élabore des protocoles de sécurité, nécessaires, qu'on garantisse bien sûr que ces énergies ne soient pas des carburants fossiles. Ici, par exemple, le méthanol semble être la solution la plus facilement mise en œuvre. Mais bien sûr,
Actuellement, la production de méthanol ou de batteries est basée sur les carburants fossiles. Donc, cela pose tout de même problème. Si on se penche sur ce scénario de décarbonation complète, on se rend compte que les grands navires qui pêchent en eau lointaine vont avoir besoin de bien plus grands volumes de stockage. Comme cela est indiqué ici, c'est une différence énorme. Et donc, on estime qu'il faudrait doubler l'espace de stockage dans ces grands navires de pêche, ce qui serait donc un changement radical. Mais selon des estimations théoriques, et bien sûr, on a besoin de davantage de données pour compléter cela, euh, cela pourrait ne mener qu'à un changement proportionnel léger en tonnage brut. Et donc, peut-être que cette technique pourrait être utilisée pour déclasser certains grands navires de pêche qui ne sont, qui sont en surcapacité. Et donc, je pense que ces différents outils, alignés aux objectifs de décarbonation, seraient un outil puissant pour assurer la transition de notre secteur. Quels sont les messages à tirer de ce rapport? Je vais vous en donner un bref aperçu. L'on pourrait dire que les plafonds de capacité actuels et leur objectif ne sont pas un obstacle à la transition énergétique. Toutes les flottes qui ont fait l'objet d'une étude ont démontré un déséquilibre au niveau biologique, ce qui signifie donc qu'il faut entreprendre des actions euh, sans même se pencher sur la question de la surcapacité. Euh, et il s'agit aussi de saisir les opportunités gagnant-gagnantes au travers de plans d'action mis en place. Les audits énergétiques et le suivi de navires de manière individuelle sont essentiels pour mieux comprendre notre consommation. Cela nous permet d'en savoir un peu plus sur le profil d'exploitation des vaisseaux. Nous aurons vraiment besoin en fait de mesures sur mesure, de solutions sur mesure pour pouvoir euh, nous concentrer notamment sur l'efficacité énergétique. Alors, entreprendre des mesures pour la décarbonation, eh bien, on peut déjà les entreprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la gestion, on peut diminuer la surcapacité, mais on peut aussi se baser sur l'article 17 de la PCP, où on parle notamment de la promotion des pêches euh, efficaces en consommation d'énergie. Et qu'en est-il des pêcheurs? Eh bien, ils ont différentes opportunités, des solutions à leur disposition, des solutions hybrides, et bien sûr, cela engendre des coûts différents. Donc, à ce niveau-là, on devrait, par exemple, se pencher sur la question des exonérations fiscales de des carburants fossiles qui existent encore. Et sur ce, voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup, Sarah, pour ces explications en profondeur de ce rapport. Je vais maintenant donner la parole à notre prochain orateur. Nous allons donc maintenant entendre Gorka Gabinia de l'ASTI qui va nous parler de l'exploration technique et des défis clés s'agissant de la transition énergétique. Et Gorka, vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à vous faire cette présentation. Je m'appelle Gorka Gabinia. De l'ASTI du Pays basque, membre pardon, de l'Alliance basque de recherche et de technologie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bien. Alors, vous voyez ici quelques informations de contexte. Bien sûr, moi, je vais parler de la transition énergétique et vous parler de ce qu'on a déjà élaboré dans le cadre de cette transition énergétique, de ce qu'on fait. Bien sûr, il existe différentes politiques de décarbonation qui se concentrent notamment sur les grands navires et nous allons bien sûr tenter d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Nous disposons de différentes politiques accompagnées de différentes normes pour garantir la durabilité de notre secteur et préserver aussi la biodiversité, garantir les normes environnementales. Et
Bien sûr, nous avons différents facteurs à prendre en compte. Diapo suivante. Premier point à savoir, eh bien, c'est que les navires de pêche et leurs capacités, leurs possibilités sont diverses et variées. Par exemple, en termes de taille, de zone de pêche, d'engins de pêche. Il n'y a donc pas une solution à taille unique. Il nous faut des solutions adaptées à chaque cas pour pouvoir garantir la transition de ce secteur. Merci. Diapo suivante. Bien sûr, il est essentiel pour nous de suivre de près les différentes activités de pêche et d'utiliser les outils à notre disposition afin d'améliorer, d'approfondir nos connaissances sur la consommation, les différentes besoins et demandes et pour savoir quels sont les engins de pêche utilisés dans les différentes zones de pêche. Et je pense qu'il est important de suivre ces activités de près et aussi d'avoir des chiffres concrets afin de pouvoir élaborer des stratégies ad hoc et efficaces pour réduire notre consommation de carburant. Peut-être, nous pourrions les mettre à l'épreuve sur des bancs de test ou dans le cadre de projets pilotes avec différents navires et ce afin de pouvoir généraliser ensuite la mise en œuvre de ces différentes mesures à bord de tous les navires de pêche. Diapo suivante. Quelles sont ces solutions sur mesure? Eh bien, au nous avons démontré au Parlement européen l'année dernière qu'il existe différentes solutions, différentes stratégies. Certaines sont liées aux outils de prise de décision pour réduire la consommation, grâce à des appareils de réduction de consommation d'énergie, pour pouvoir aussi avoir les données, les chiffres concrets. Il faut aussi, en savoir plus sur les zones de pêche et les prévisions des zones de pêche. Il s'agit aussi de travailler sur la question des tactiques de pêche, les stratégies de pêche et s'agissant aussi de la structure des navires, des engins, utiliser des ressources de carburant alternatives qui, bien sûr, exigent, un espace de stockage plus élevé sur le navire. On pourrait aussi utiliser des machines auxiliaires, récupérer la, chaleur des déchets. Il nous faut aussi augmenter la résilience, la résistance de nos navires, choisir d'utiliser d'autres engins de pêche, développer de nouveaux matériaux pour, ces engins, développer aussi de nouveaux capteurs, placés sur les panneaux de chalut et bien sûr, il faut que ces capteurs soient les plus hydrodynamiques possibles. Diapo suivante. Alors nous avons un cas d'étude assez exhaustif et nous avons proposé une alternative à un navire de un navire de pêche qui, travaillait ici dans le Pays basque et nous avons participé à ce projet. Nous avons rénové, en fait, l'engin mécanique, conventionnel et nous l'avons remplacé par un système de propulsion hybride électrique avec des batteries et ensuite, nous avons aussi, développé les infrastructures, portuaires dans le cadre d'un autre projet et ces 2 projets ont porté leurs fruits. Donc l'industrie de la pêche pourrait, tirer des leçons de ces, solutions. Donc il s'agit aussi de peut-être de travailler sur des réseaux intelligents dans les, ports. L'idée étant, par exemple, de mieux gérer la consommation d'électricité du, du navire à la côte et de la côte au navire.
car on pourrait par exemple élaborer des stations de charge pour les navires, ce serait une bonne solution. Et voilà, ce projet, eh bien, c'est en fait un laboratoire qui fonctionne maintenant, un projet qui fonctionne pleinement. Diapo suivante. Voici d'autres projets en cours européens auxquels nous participons et que nous avons élaborés avec d'autres collègues, par exemple l'Institut RISE. Le projet SIGLO veut faciliter la transition énergétique pour les navires de pêche dans la mer Baltique et la mer du Nord. Et nous sommes en phase de mise en œuvre actuellement pour observer les schémas d'exploitation de ces navires afin d'élaborer les meilleures solutions et pour savoir quelles solutions, quelles rénovations pour lesquelles nous devrions opter. Et il y a un autre projet dans le cadre de la CINEA, l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement, mené par le DTU et le MRAG, et qui porte sur la politique de la pêche. Nous travaillons notamment sur les questions de capacité, de sécurité, des aspects sociaux et technologiques aussi, bien sûr. Nous avons aussi un mécanisme d'aide de l'ETP, donc le Partenariat européen pour la transition énergétique. Nous travaillons avec le monde académique dans le cadre de ce projet et il s'agit d'une approche ascendante. Nous avons élaboré un organe consultatif pour pouvoir penser aux meilleures solutions pour la transition du secteur de la pêche et de l'aquaculture en Europe. Et il y a différents indicateurs sur lesquels nous allons travailler dans le cadre de différents groupes de travail avec des experts. L'un des sujets est notamment le cadre réglementaire. Et bien sûr, je vous encourage à participer aux prochains ateliers, au prochain atelier qui aura lieu cette semaine pour les pêcheries de petite échelle, les pêcheries artisanales et les pêcheries en eau lointaine. Alors, quelques grandes conclusions. Eh bien, nous pensons que les différentes solutions de décarbonation vont varier au cas par cas. Aussi, nous devons faire une activité de suivi pour trouver les meilleures solutions et les solutions les plus efficaces afin qu'on puisse aider les navires de pêche. Certaines de ces solutions exigeraient sans doute plus d'espace, plus de capacité. Et donc, les nouveaux navires de pêche ne pourraient intégrer la flotte que s'ils ne respectent ces plafonds de capacité. Nous travaillons aussi sur les questions de décarbonation et de sécurité. Et bien sûr, la transition énergétique, c'est une transition. Et donc, nous pensons à différents calendriers, à différentes échéances. À court terme, nous pensons qu'il serait plus faisable de mettre en œuvre des mesures d'amélioration de la consommation en énergie. Mais bien sûr, à long terme, nous préférerions peut-être la solution de carburant alternatif qui exigerait un plus grand espace de stockage. Et bien sûr, cela exige aussi des conditions bien spécifiques de température, de conservation. Donc, pour ce point, nous avons besoin de recherches plus approfondies pour prouver l'efficacité de cette solution. Et il existe donc ce partenariat européen pour la transition énergétique, l'ETP, qui va nous permettre de parler du cadre réglementaire notamment et de la capacité du secteur de la pêche. Et bien sûr, nous continuerons d'en parler. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Merci infiniment, Gorka, et j'espère que tout le monde a pu vous entendre. Merci à Sarah et à Gorka. Nous avons donc parlé des aspects techniques de la question et maintenant, nous allons donner la parole à des personnes qui sont directement affectées par tout ce qui est entrepris dans ce domaine. Euh, Tout d'abord, je vais donner la parole à Daniel Bothes de Europêche qui va nous partager la perspective de son organisation. Daniel, vous avez la parole. Merci beaucoup de pour l'invitation. Est-ce que vous m'entendez? Très bien.
Alors, est-ce que vous voyez ma présentation en plein écran? À merveille, superbe. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Aujourd'hui, je vais vous livrer le point de vue d'Europêche sur la décarbonation et sur les plafonds de capacité. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par ce message. Le secteur de la pêche fait partie de la solution pour atténuer les impacts du changement climatique. Je le souligne car les pêcheurs apportent l'une des protéines animales les plus saines, ayant l'une des empreintes carbone les plus faibles par rapport aux autres protéines animales. Voilà pourquoi nous disons que la pêche est un secteur stratégique pour l'alimentation de notre société. Nous avons déjà réalisé beaucoup de progrès dans notre réduction de la consommation énergétique grâce aux efforts et aux sacrifices des pêcheurs. Nous avons 99 des débarquements qui proviennent de stocks gérés de manière durable, tout particulièrement dans l'Atlantique. Alors, quelques informations concrètes sur l'empreinte des pêches. Quand on voit les émissions totales du secteur de la pêche, on voit que nous ne représentons que 0,1% à 0,5% des émissions mondiales. Alors, sur ce petit pourcentage, la flotte européenne ne représente que 3% des émissions de pêche mondiale. Donc, nous ne contribuons qu'à 0,01% des émissions mondiales. Les tendances, quelles sont-elles au cours des dernières années? Les émissions du secteur de la pêche dans l'Union européenne ont diminué de 52% depuis 1990. C'est pratiquement, l'objectif fixé, au sein du pacte, vert, donc et ça, 7 ans avant, l'objectif de 2030. Comment y sommes-nous parvenus? Tout d'abord, la réduction de la flotte, ensuite, bonne gestion de nos pêcheries, troisièmement, des investissements dans de nouvelles technologies. Alors, c'est un exercice qui semble simple, mais si on compare cela à des pays comme la Norvège, on constate que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté. Donc, nous pouvons être fiers de ce que nous faisons dans l'Union européenne. Alors, à court terme, nous croyons qu'il est plus adéquat de parler de décarbonation et non de transition énergétique et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, les armateurs investissent dans un bouquet de solutions pour abaisser leurs émissions, par exemple des moteurs hybrides, une utilisation de technologies à bord et en mer, une amélioration des engins de pêche, une amélioration de la conception du navire et la circularité également. Alors, une étude porte sur des combustibles avancés, indiquant que, en combinaison avec, d'autres, énergies, on peut réduire les émissions de 79. On peut même parvenir jusqu'à 100 avec des, combustibles neutres en carbone combinés. Ce sont des grandes possibilités parce qu'on fonctionne avec d'autres énergies et il ne faut pas accroître la place à bord. Gardons toutefois à l'esprit que ces technologies sont encore développées, elles ne sont pas disponibles au niveau commercial et sont très chères. En outre, il convient également de disposer des bonnes infrastructures et des bons approvisionnements dans les différentes régions. Donc, c'est la voie à suivre, nous sommes tout à fait d'accord. Toutefois, nous devons faire preuve de prudence, c'est évident. À long terme, il convient de parler de la transition énergétique. Il convient de se pencher sur les différentes sources énergétiques. Toutefois, comme vous le savez toutes et tous, cela requiert davantage de place à bord. Le stockage de l'hydrogène, par exemple, requiert 4 fois de place en plus que celui nécessaire pour le pétrole parce qu'il est moins efficace. L'installation de ces technologies réduit fortement les capacités dans l'Union européenne, disponibles dans chaque État membre, même en ne tenant compte du tonnage brut non utilisé. Ces navires seraient 2 fois plus grands que les navires actuels si l'on allait utiliser ces différentes technologies. L'impact négatif de ces restrictions de capacité n'est pas une nouveauté dans l'Union européenne. Les partenaires sociaux, Europêche, les syndicats, le COGECA et différentes institutions européennes ont appelé à plusieurs reprises à l'introduction d'un tonnage social. Cela veut dire que l'espace à bord pour le logement et la récréation ne doit pas être considéré comme une capacité de pêche. Ça n'a rien à voir avec la capacité du navire à pêcher. Donc, les restrictions de la capacité
entrave la modernisation de la flotte et entrave également les améliorations en matière de sécurité et de social. Qu'il me soit permis de vous rappeler que, quelle que soit la taille du navire, si il faut respecter un quota. Alors, je ne sais que ce n'est pas général pour toutes les pêcheries dans l'Europe, mais c'est le cas pour nombre d'entre elles. Et par conséquent, le problème auquel nous sommes confrontés, dans de nombreux arguments que l'on voit mis en avant dans la sphère publique, c'est qu'on entend que certaines organisations n'aiment pas les grands navires. C'est la raison avancée. Et donc, le tonnage social est un enjeu qui a été reconnu en 2002 dans le cadre de la politique commune de la pêche, PCP. En son article 11, paragraphe 5, la politique commune de la pêche actuelle permet l'extension de ces espaces et ne sont pas repris comme capacité dans le système précédent. Donc, ça doit être reconnu comme approche et cela doit être étendu également à la transition énergétique. Alors, nous remarquons également que l'une des principales recommandations politiques dans le rapport est de changer d'engin de pêche, de passer d'un engin de pêche passif à actif. Euh, il est important de travailler sur la science et il est également important de tenir compte des compromis entre les émissions de gaz à effet de serre et le débarquement. Alors, on peut voir que euh, certains engins de pêche ont plus d'émissions que d'autres. On voit par exemple que ce n'est pas toujours le cas. On voit par exemple ce qui se passe avec les caseilleurs. En réalité, les engins de pêche actifs peuvent être plus efficaces que d'autres engins de pêche. Et ce sont des chiffres européens moyens. Cela dépend véritablement du métier, du pays et de la pêcherie. Et je peux vous dire d'expérience, les pêcheurs ne sont pas bêtes. Ils choisissent le bon outil pour la bonne pêcherie. Alors, pour conclure, la transition énergétique sera difficile non seulement d'un point de vue technologique et législatif, mais également d'un point de vue financier. Les nouvelles technologies sont très onéreuses. Selon les estimations, le coût de la transition pour les navires de plus de 12 mètres serait de 22 à 36 milliards d'euros. En outre, l'âge moyen de la flotte européenne est de 33 ans et non 31 comme indiqué sur le transparent. Donc, ne changer que le moteur n'aura pas d'impact. Il est très important de mettre en place un plan de renouvellement de la flotte. Toutefois, les financements publics dans l'Union européenne sont très limités, tant au niveau de la quantité qu'au niveau du périmètre et le fait en pas, a été diminué par l'Union européenne, comme vous le voyez sur le transparent. Enfin, nous croyons que tant qu'il n'y aura pas de nouvelles technologies disponibles sur le marché, il ne faudrait pas mettre des taxes sur les navires en exploitation. Cela ne ferait que pénaliser la flotte s'il n'y a pas de véritable alternative pour les pêcheurs. Je vous remercie de votre attention et soyez certain qu'Europêche sera votre allié dans la transition vers une pêche zéro émission. Merci beaucoup, Daniel. Alors, c'était des explications vraiment très enrichissantes. Merci à nos trois orateurs qui nous ont laissé suffisamment de temps pour notre dernier intervenant, Brian O'Reilly de Low Impact Fishers in Europe, les pêcheurs à faible impact en Europe. Brian, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez clairement. Merci beaucoup de m'avoir invité à être à vos côtés aujourd'hui et merci et bravo à Client Earth d'avoir soulevé ces deux enjeux fondamentaux, des enjeux que le secteur de la pêche de l'Union européenne doit traiter. Alors, les questions que vous soulevez, est-ce que les plafonds de capacité sont un obstacle ou une capacité pour la décarbonation? Personnellement, je tiendrais à dire qu'il ne devrait être ni l'un des l'autre. En réalité, pour la flotte de pêche européenne, ces enjeux doivent être traités de manière séparément. Et c'est ce que je voudrais faire ici aujourd'hui. Je voudrais peut-être tout d'abord vous fournir quelques informations sur mon profil. Je m'appelle Brian O'Riordan. Je suis conseiller politique chez LIFE,
pêcheurs à faible impact. Notre association a été lancée à la veille de l'introduction de la réforme de 2014 de la PCP pour représenter les engins, le secteur des engins de pêche passifs de moins de 12 mètres, qui représentent 70% plus ou moins de la flotte de navires, mais qui ne pêchent que 6% des captures. Dans le même temps, il représente 40 à 50 des emplois dans le secteur de la pêche. La valeur ajoutée qu'il apporte à la capture est considérable. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de pêche artisanale? Ce sont des activités d'un jour en mer, du poisson frais, des produits de qualité, souvent une exploitation d'une ou deux personnes. De manière générale, ce sont des micro ou des nano-entreprises, faible chiffre d'affaires, des captures qui se pèsent en kilos et non en tonnes par jour. Donc, s'agissant de ces 2 enjeux, je crois qu'il est tout d'abord, très important de, bien comprendre ce que l'on essaye de faire dans le cadre de la PCP à l'heure actuelle. Tout d'abord, apporter une certaine durabilité environnementale pour parvenir à une résilience saine des populations de poissons actuelles, pour les populations, d'aujourd'hui et de demain. C'est là, tout le but de la décarbonation et des plafonds de capacité. Soulignons qu'avec les plafonds de capacité, il est difficile de les mesurer. C'est d'ailleurs indiqué dans le règlement de contrôle, qui souligne que ni la jauge brute, ni la puissance du moteur ne sont véritablement des indicateurs très utiles. Il serait bien plus judicieux en réalité de mesurer la puissance fournie de manière continue par le moteur. Ensuite, nous disposons d'une étude de 2019. Celle-ci souligne que dans plus de 51% des cas, ou dans l'étude réalisée sur 16 États membres de l'Union européenne, 50% dans 51% des cas, la puissance du moteur dépassait la puissance certifiée du moteur. Ce système de vérification, les systèmes de vérification plutôt qui existent à l'heure actuelle ne sont pas adaptés à la réalité. Donc, c'est très bien de parler de la capacité, mais nous devons voir dans l'ensemble l'équilibrage des capacités de pêche avec les ressources disponibles. Et quand on se livre à cet exercice, je crois on se heurte à un problème avec la pêche des sciences, car les niveaux de RMD, de rendement maximum durable, sont trop élevés. En réalité, le meilleur moyen de parvenir à l'efficacité énergétique est de disposer de davantage de poissons en mer. Pêcher moins, pêcher mieux et plus de captures par unité d'effort. Ce que l'on constate avec l'utilisation du RMD, c'est que les points de référence utilisés impliquent qu'il y a bien moins de poissons en mer qu'il y en aurait si l'on utilisait, par exemple, le système américain ou si l'on utilisait le système australien. Dans l'UE, le RMD, ce sont des quotas qui qui laisse la biomasse des poissons au niveau du B-trigger. C'est le facteur de déclenchement de la biomasse bien en dessous des niveaux historiques de la biomasse de la population et bien en deçà des niveaux aux États-Unis où la gestion du RMD prend en considération plusieurs aspects. En Australie, on tient compte du rendement économique durable qui a un niveau de mortalité bien moins élevé, ce qui débouche sur une biomasse plus élevée. Donc, plus de poissons en mer, moins besoin de consommer tant d'énergie.
Alors, les solutions qui sont proposées à l'heure actuelle pour la décarbonation, comme cela a été souligné par Daniel Waches, il existe très peu de solutions disponibles, utilisables en l'état. Ce que j'entends par là, ce sont des solutions, abordables, hem, moins onéreuses à utiliser, donc qui coûtent moins cher à l'achat et qui sont moins onéreuses à l'utilisation. Donc dans le rapport, on souligne que les, coûts, d'exploitation seront remplacés par les coûts de capture. Je ne comprends pas très bien en réalité parce que les coûts, d'exploitation des technologies actuelles ne sont pas inférieurs aux, coûts actuels, liés à l'utilisation, de l'énergie fossile. Si on réduit les coûts de capture, comme souligné par Daniel, les fonds Testing. disponibles pour investir dans, heu, dans la pêche, avec le FEAMP à l'heure actuelle, hem, il n'y a pas suffisamment de fonds pour, des investissements dignes de ce nom. Donc, nous devons nous, repencher sur la pêche à petite échelle. Il faut se demander où on, installera la nouvelle technologie. Quand on parle de batteries, elles prennent beaucoup de place s'il faut les mettre sur le pont. Donc, tout ce qui se retrouve au-delà de la ligne d'eau, aura un impact sur la stabilité du navire. Tout ce qui se trouve en dessous de la ligne d'eau engendrera des problèmes pour l'espace de stockage. Alors, les voiles prennent plus de place sur le pont, donc mesurer la capacité de pêche grâce à la jauge brute, à mes yeux, n'est pas véritablement judicieux. Plutôt, nous devrions nous demander comment l'espace à bord du navire peut être utilisé de manière adéquate afin de permettre la décarbonation. Alors, certains chiffres, à l'heure actuelle, on les a vus dans les différentes présentations et pour en revenir au rapport du CSTEP, le Comité scientifique, technique et économique des pêches, quand on se penche sur les, flottes à petite échelle, les indicateurs, sont différents. Dans le cadre de la flotte artisanale, que constate-t-on? Les navires dépensent plutôt, 38 € par jour, tandis qu'un navire, un navire à grande échelle dépense 689 € de carburant par jour. Mais compte tenu de l'ampleur des captures, pour les navires à grande échelle, cela débouche sur une plus grande efficacité énergétique, quand on se penche uniquement sur la production de poissons. Or, quand on se penche sur la valeur ajoutée, sur, l'emploi créé, 38 € par jour a un impact considérable. Le prix des combustibles, de manière générale, en moyenne, la pêche artisanale paye 1,07 € par litre, tandis que la flotte à grande échelle ne paie, heu, qu'un peu moins d'1 € par litre. Donc, c'est une différence de prix, clairement. Ensuite, Daniel Voches a présenté des chiffres dans le transparent 9 ou 10, si je ne m'abuse. Des chiffres sont présentés pour différents engins. On constate un écart considérable, même s'il serait intéressant de voir la moyenne. Quand on voit l'écart entre, les points les plus bas et plus élevés de l'efficacité énergétique, on constate un écart considérable. Je m'interroge, pourquoi? Parce que, les chiffres ne tiennent pas compte de, la différence entre la flotte à petite échelle et à grande échelle et les mélangent ensemble. Les engins passifs, que dire?
je dirais qu'il est important de disposer d'une approche différenciée. En effet, ici, il est question de 2 systèmes de production très différents. À grande échelle, on génère beaucoup de poissons pour les supermarchés, tandis que le secteur artisanal génère des avantages socio-économiques pour des communautés généralement esseulées dans des zones lointaines qui souvent n'ont pas accès à d'autres possibilités économiques. Donc voilà, sur ce, je pense que le temps qui m'était imparti, est écoulé et donc je vous remercie. Voilà qui nous amène à la question-réponse. Il nous faut encore une dizaine de minutes. Voilà, nous sommes à votre disposition. Plusieurs questions ont déjà été posées dans l'onglet questions-réponses. Et donc, je vais vous lire la première, qui, si je ne m'abuse, s'adresse tout d'abord à Brian et Daniel. Pensez-vous que le prochain FEAMPA, à savoir le Fonds européen des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, doit contenir des mesures spécifiques pour soutenir la décarbonation du secteur de la pêche, tout en veillant à ce que les fonds ne soient pas utilisés pour renforcer l'effort de pêche ou la surcapacité. Je vois que vous rallumez déjà votre caméra, Daniel, donc je vous donne la parole pour répondre. Merci pour cette question. Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'auteur de la question. Oui, les fonds, à l'avenir, doivent contenir des possibilités de soutien de la décarbonation des flottes. On parle ici de tous les secteurs et segments de la flotte, avec toutes leurs spécificités. Le problème, comme je l'ai déjà mentionné, c'est que le fonds a été diminué, 105 millions d'euros en moins pour les 2 prochaines années. Alors, tout d'abord, il faudra déjà disposer d'un fonds spécifiquement pour les pêches et ensuite, il faudra pouvoir continuer à soutenir la décarbonation. Aussi, les critères, les dispositions. Seulement les demandes de financement admissibles peuvent être financées. On ne peut pas tout financer. Certains critères doivent être respectés. Cela doit être conservé dans les fonds à l'avenir. Des discussions sont en cours à l'OMC sur les subventions à la pêche pour ne pas créer de la surpêche, de la surcapacité plutôt, se corrige l'interprète. Et je suppose que l'Union européenne a une position, compte tenu de ces, négociations au niveau international. Donc je suppose que l'on aura une ligne pour veiller à ce que l'argent utilisé soit bien utilisé pour ne pas générer de la surcapacité. Comme je l'ai déjà mentionné, à l'heure, actuelle, nous ne pouvons pas, soutenir, heu une approche qui ferait porter tout le poids sur, les exploitants et voilà. Oui, merci. Désolé Brian, je n'arrivais pas à, rallumer mon micro, mais vous pouvez prendre la parole, bien entendu. Merci beaucoup. Alors oui, dans un monde idéal, il faudrait beaucoup d'argent. Nous devrions être en mesure de renouveler la flotte, pour, respecter la, décarbonation, aussi pour traiter le problème de la capacité de la flotte. L'ennui, c'est que l'on ne sait pas à quoi ressemblera le nouveau FEAMPA. Le FEAMPA, n'oublions pas qu'il y a le A, aquaculture. Il faut des dispositions pour l'aquaculture donc, mais on sait également que dans la lettre, du nouveau commissaire, celui-ci indique vouloir mettre en place un pacte pour l'océan. À ce moment-là, quel sera le rôle joué par l'économie bleue? On sait déjà que, l'espace, sur, dans les lieux de pêche est déjà empiété par la production énergétique en mer. Il y a, des discussions sur la sécurité alimentaire, le rôle des pêcheries, mais le fait est que le consommateur européen rejette le poisson, pêché par les flottes européennes. On voit que 70 des, poissons consommés sont importés. Les principaux poissons, le
le pollack, le thon, le saumon, de l'aquaculture ne sont pas des poissons produits en grande abondance par l'Union européenne. Et donc la question, c'est comment, heu, la comment veillerons-nous à ce que les plans de sécurité alimentaire soient cohérents avec les plans d'amélioration des pêcheries? Des plans qui chercheront à respecter les limites de capacité, à disposer d'une flotte moderne, pourvoyeur de bons emplois, génère de bons retours économiques et soit compétitif dans le monde. Et donc, je pense qu'il y a, une série de questions antérieures à ces 2 questions. Quel sera le rôle de la pêche dans l'économie, côtière? Quel sera le rôle des poissons pour l'alimentation à l'avenir? Comment continuer à veiller à ce que la pêche soit une industrie dynamique en Europe? Merci beaucoup, Brian. Je vais maintenant poser une question qui pourrait être, répondue par, tous nos panélistes, mais je vais d'abord donner la parole à Sarah et Gorka. Actuellement, le secteur de la pêche européen n'a pas d'objectifs contraignants s'agissant des objectifs climatiques contraignants. Pensez-vous qu'il serait utile pour l'avenir du secteur de la pêche européen d'accélérer la transition si nous avons ce genre d'objectif? Sarah, je vais vous donner la parole en premier. Merci. Eh bien, je pense que cela serait utile si l'on avait une direction clé, par exemple une orientation clé, par exemple un objectif à mi-terme pour un plan d'action, car bien sûr, nous aurons besoin de mesures sur mesure pour les différentes flottes, différentes stratégies, et c'est aussi une question de gestion de la pêche. Nous devons aussi garantir que les stocks halieutiques sont gérés de manière durable. Donc, je pense que cela serait utile d'avoir effectivement un plan d'action clair et oui, ça pourrait être une bonne idée d'avoir comme objectif contraignant de développer ce genre de plan d'action. Merci, Gorka. Eh bien, pour, contrib pour ajouter à ce que Sarah a dit, bien sûr, il faut faciliter la transition écologique et nous aurons besoin de tous les parties prenantes à cet égard. Il s'agit, nous avons un organe consultatif, qui a adopté une approche ascendante. Nous allons parler des aspects de financement, des aspects sociaux, des compétences nécessaires et du cadre réglementaire et donc d'ici à 2025, vous aurez la possibilité de participer aux différents panels, que nous organiserons la semaine prochaine, cette semaine pardon, il y aura un atelier et l'idée sera donc d'élaborer cette feuille de route dont nous avons besoin pour pouvoir, faciliter la décarbonation, de nos flottes. Merci beaucoup Gorka. Je vois que Daniel a levé la main. Daniel, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne question et je pense que l'objectif a été fixé par la Commission européenne. L'idée est de réduire de 90 nos émissions d'ici à 2040 et c'est très important. Mais il faut aussi reconnaître que, le secteur de la pêche, rep est composé d'organisations de la société civile. Nous sommes la société civile, nous sommes les consommateurs de nos technologies et donc imposer ces mesures à l'industrie de la pêche ne serait peut-être pas une bonne idée. Quand vous achetez une nouvelle voiture, vous dépendez notamment des voitures disponibles sur le marché et puis ensuite vous pouvez faire votre choix pour, que cela corresponde à vos besoins personnels et je pense qu'il se passe, la même chose dans le secteur de la pêche. Nous dépendons des technologies qui sont disponibles et comme Sarah l'a dit, je pense effectivement que nous aurions besoin de directives de la part de la Commission pour pouvoir, atteindre cet objectif, pour savoir quelles sont les options à notre disposition. Mais fixer des objectifs contraignants sans disposer des moyens, des ressources pour atteindre ces objectifs, eh bien, je ne sais pas si ce serait très productif. Merci beaucoup, Daniel. Brian, je vais vous donner le dernier mot pour cette question. Merci beaucoup.
Eh bien, je pense qu'on pourrait organiser un séminaire tout entier sur cette question. C'est une excellente question. Heu, la décarbonation est une question de lutte contre le changement climatique, cette crise à laquelle nous sommes confrontés. Quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre et de la contribution du secteur de la pêche au changement climatique, on se rend compte que cette contribution est une goutte dans un océan. Nous avons besoin d'une politique permettant de, heu, déconditionner nos exigences en matière, climatique des, heu, de l'utilisation des carburants fossiles, car vraiment, cette consommation de carburants fossiles, c'est vraiment le talon d'Achille du, secteur de la pêche. Pour être viable, on ne peut plus dépendre des carburants fossiles, des combustibles fossiles. Et c'est intéressant du point de vue économique, mais aussi, bien sûr, du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Brian. Alors, je vois qu'il y a encore des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, mais malheureusement, nous allons devoir nous arrêter sur, ces derniers commentaires, car nous avons déjà dépassé le temps qui nous était alloué. Je verrai avec mes collègues comment nous pouvons répondre à ces questions au mieux. Certaines personnes nous ont demandé s'ils pourraient avoir accès aux présentations. Nous allons demander, bien sûr, aux orateurs et oratrices si ils sont d'accord de partager ces présentations. Sinon, les enregistrements seront mis à votre disposition et vous pourrez regarder les enregistrements. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui, à cette session riche en réflexion. Et il s'agit d'établir un équilibre entre nos mesures de décarbonation et les plafonds climatiques. Nous avons nous en avons appris plus sur l'impact réel de ces mesures sur le monde de la pêche, ainsi que sur, les questions techniques, économiques, politiques et autres. Nous allons devoir, contribuer à façonner le dialogue sur la transition du secteur de la pêche et donc nous vous encourageons à continuer à participer à nos travaux et à, garantir un avenir durable et résilient pour le secteur de la pêche. Je voudrais remercier nos orateurs et oratrices pour leur contribution très utile et je voudrais remercier aussi notre public. Vous nous aidez toutes et tous à entreprendre des mesures permettant de garantir un avenir durable pour notre secteur de la pêche. Merci beaucoup et passez une très belle fin de journée et vos interprètes vous souhaitent une très belle fin de journée également.